Voilà, donc là, l'enregistrement commence. Alors, on va essayer de répondre aux différentes questions là, que vous avez posées. Alors, là, il y a une première question sur les fronts occlus notamment. Alors, le mieux peut-être, c'est de regarder la carte du jour, qui est compliquée. Ce n'est pas la carte la plus simple, mais justement, on va peut-être mieux comprendre. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, vous avez accès, vous voyez mon écran, là, la carte ISO d'aujourd'hui à 12h. OK. Donc, une perturbation classique, j'ai envie de dire, on a un front chaud suivi d'un front froid. En général, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on a bien vu dans le cours. Et puis, progressivement, le front froid va rattraper le front chaud. Le tout va être rejeté en altitude. Et puis, on va avoir un enroulement, en général ici, de front occlus. C'est ce qu'on voit dans le cours. Il est où le cours? Il est là. Ah non, ça c'est la prise. Alors, attendez, je vais remettre le cours ici. Les perturbations, voilà. Comme ça sera encore mieux. Alors, ça, c'est le scénario, j'ai envie de dire, classique et peut-être même un peu théorique d'une perturbation. Alors, voilà, là, on le voit mieux. Hein, vous avez un front chaud, un front froid. Celui-là, là, par exemple, on a un front chaud suivi d'un front froid. On voit ici que le secteur chaud est très petit, hein, parce que le front froid a vraiment rattrapé le front chaud. Et du coup, en altitude, il y a un front occlus. D'accord? Donc ça, c'est la situation la plus classique. Un front occlus, il faut imaginer que c'est finalement presque la rencontre des deux fronts. Donc visuellement dans le ciel, on a à peu près tous les nuages. En gros, dans un front occlus, c'est très compliqué d'identifier. On se dit, mais il y a des stratiformes, il y a des cumuliformes, il y a un peu tous les étages. On est un peu perdu, il y a un peu de tout. En général, ça, c'est le front occlus. Ce qui se passe surtout pour nous, le front occlus, c'est de l'air qui est rejeté en altitude. Et donc, c'est de l'air qui monte, qui se refroidit, qui va saturer, qui va condenser et puis qui va précipiter. Et c'est-à-dire qu'en gros, la marque pour nous du front occlus, c'est essentiellement de la pluie. C'est de l'air qui est relativement instable, hein, parce que c'est de l'air qui monte, en général un peu moins qu'un front froid, mais qui peut quand même rester assez instable avec de la pluie. Donc, il faut quand même se méfier des fronts occlus, parce qu'on dit que c'est la fin d'une perturbation. Alors oui, c'est vrai que c'est la fin, hein, parce que ça veut dire que le système commence à se stabiliser avec du froid en basse couche et puis du chaud en altitude, sauf que ce n'est pas encore vraiment complètement stabilisé. Et donc, on peut avoir encore une forte instabilité dans un front occlus, et on peut aussi encore avoir un vent moyen fort. Donc là, il faut vraiment regarder l'écartement des isobars pour voir si on est encore sur un vent moyen fort ou pas. Là, par exemple, dans ce cas-là, là, pour le coup, les isobars se sont bien décalés. Mais il y a des fronts occlus. Là, par exemple, dans celui-là, les isobars sont plus serrés. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fronts chauds et froids sont vraiment liés. C'est ça qui fait les perturbations. Et ils sont liés à la dépression. Hein, vous avez vu là toute la cyclogénèse, la frontologie et la dépression sont intimement liés. L'un et l'autre, c'est une espèce de mayonnaise entre les deux. Mais une fois que les fronts sont nés, ils peuvent partir dans la circulation générale. Et alors, ils vont être moins actifs, mais c'est une des raisons aussi pour laquelle on peut avoir un front chaud, par exemple, on voit ici, qui se promène dans l'anticyclone des Açores. Vous voyez assez là ou pas en partage d'écran? Oui, ok. Peut-être un peu petit, je ne sais pas si je peux l'augmenter. Là, c'est peut-être mieux comme ça, non? Voilà. Là, typiquement, hein, on a un front chaud et un front froid, mais vous voyez, ils sont en tireté, parce que justement, ils sont moins actifs. Mais malgré tout, là, on est au milieu, aux Açores, par exemple, on se dit, oh, il y a un bel anticyclone, il va faire très beau, sauf que non, il ne va pas faire beau du tout, parce qu'en fait, ça va être bien straté, un peu ce qu'on vit en Bretagne actuellement, c'est-à-dire qu'on a un bel anticyclone, donc on se dit, ah ben chouette, il va faire beau, mais en fait, pas tant que ça, même pas du tout, parce qu'il n'a vraiment pas fait beau chez nous aujourd'hui, parce qu'on a
Alors, je vais mettre la carte du jour pour le coup. Là, typiquement, un bel anticyclone sur la France. Sauf que nous, en Bretagne, on est en bordure de ce front chaud là. Et du coup, on a les nuages qui viennent. Alors, je vais vous mettre la carte satellite. Voilà. Ça, c'est la carte satellite du jour. Et on va se mettre là, voilà. Et du coup, on a un petit peu tous ces résidus là de front qui se promènent. Et donc, alors à Toulouse, vous avez eu un petit peu ce matin, et nous, malheureusement, toute la journée était couverte, alors qu'on est dans une situation anticyclonique. Alors, si on revient au front occlus, en général, les fronts occlus, donc on l'a dit, je reviens dans le cours, hein, c'est lorsque les deux fronts se rassemblent, et puis ça donne un front occlus. Sauf qu'on voit ici que finalement, des fronts occlus, il y en a un peu partout. Il y en a un ici, par exemple. Ça, c'est une dépression en fin de vie. Et il reste que le front occlus, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le front chaud et le front froid. Ici, pareil. Là, on a juste un long front qui se promène. Et d'ailleurs, ils sont peu actifs. Hein. D'ailleurs, des tiretés, c'est des fronts qui sont peu actifs, mais c'est des résidus d'une dépression d'avant. Alors, quand ils sont à caractère froid, ici, par exemple, on a encore de l'air froid qui descend. Hein, on voit que ça tourne dans ce sens-là. Donc, c'est de l'air du nord qui descend. Donc, ça fait de l'air, ce qu'on appelle un pseudo-front froid, un front froid peu actif. Ici, on a un pseudo-front chaud. Hein, on a de l'air qui vient du sud. D'accord. Et puis, entre les deux, là, le météorologue a mis du tiède, du front occlus. Et vous allez voir la carte du jour, par exemple. Il n'y a pas la même interprétation des fronts suivant qu'on soit sur Météo France ou la carte anglaise. Alors, sur Météo France, par exemple, il y a un front froid là qu'on va étudier qui est intéressant. Et vous avez vu, il se prolonge en front occlus. Là, on voit qu'il y a un petit minimum qui se crée. Probablement, il y a un nouveau centre d'action qui est en train de naître, un minimum dépressionnaire. Est-ce que c'est un front occlus ou un front chaud? On va voir s'il y a d'autres interprétations. Ensuite, un front froid. Le front froid, il n'a pas l'air si actif que ça, parce que là, ils ont mis un front occlus. Alors là, on est dans des cartes quand même compliquées. Hein. Ce n'est pas les plus simples. On peut comparer. Vous voyez, par exemple, les Anglais, ils ont mis un front occlus tout le long. C'est la même carte, hein, la même heure. On reprend notre minimum, notre dépression ici. On a bien un front froid comme les cartes françaises, mais eux, ils ont considéré que finalement, tout ça, c'est de l'air froid. Donc, vous voyez l'interprétation, autant qu'on a des systèmes très clairs avec un front chaud bien marqué, un front froid bien marqué, là, c'est facile. Autant parfois, comme là, on a quand même des nuages dans tous les sens sur l'Atlantique, vous voyez que l'interprétation est différente. Là, les Anglais, derrière le front froid, ils ont mis des lignes de grains. Ça, il faut bien faire attention. Hein. Ces lignes de grains en noir, ça veut dire qu'on est dans le ciel de traîne et qu'il est actif. C'est ça qu'il faut se dire. Et potentiellement, on va avoir une ligne de grains. Donc, il ne faut pas les négliger hein, sur les cartes anglaises, c'est très noir. Et puis derrière, eux, ils ont mis un front occlus. La carte française, vous voyez, ils n'ont rien mis. Ils ont mis un front froid. Et puis dans le ciel de traîne, ils n'ont pas considéré qu'il y avait plus de... Ils n'ont pas marqué, en tous les cas, les différentes lignes de grains qu'il pouvait y avoir derrière. Alors, si on regarde notamment ce front froid, là, ce qui est intéressant, c'est de regarder le petit exercice. Si on regarde par rapport au champ de vent, donc là, j'ai mis sur Windy à la même heure, hein, 14h locale, 12h TU. Vous retrouvez le minimum qui est ici, ça va, au milieu de l'Atlantique. Ça va pour tout le monde, ouais. Minimum dépressionnaire. Et vous voyez qu'il y a justement là, cette cassure isobarique, c'est vraiment le front froid. Et ça, c'est le moyen de localiser un front froid à partir des cartes de champ de vent. Dès lors qu'on voit qu'il y a une rotation rapide du vent, si je mets le curseur, là, on a 26 nœuds au 210. Et puis, juste derrière, on a 26 nœuds au 270, même 290. Donc, il y a combien? Là, il y a 80 degrés hein, en très peu de temps. Hein. Une rotation de 80 degrés en très peu de temps. Donc, ça, c'est vraiment typique du front froid, cette rotation rapide. On voit que souvent, il y a quand même beaucoup de vent devant. Hein. Là, il y a devant ou derrière, mais en tous les cas, aux approches du front froid. Là, il y a 29 nœuds. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention au front froid. C'est souvent dans le front froid que se logent les... vous savez, la marque du front froid, c'est vraiment la pluie.
Ça, pour nous, c'est intéressant parce que quand on est sur l'eau, quand on peut être dans la bruine, hein, dans le secteur chaud, mais dès lors qu'on passe vraiment à la pluie, ça, c'est vraiment la marque de fabrique du front froid. Alors, regardez, je vais mettre la pluie là, ici, et on voit bien toute la ligne de grains là, qui est la ligne de front froid. D'ailleurs, je repense à la carte anglaise, vous avez vu, ils ont mis un front froid tout le long là. C'est vrai que quand on regarde la pluie, on comprend pourquoi. Et si les Français ont mis un front occlus, c'est qu'ils ont considéré que c'était moins actif que ça. C'est plus en fin de vie. Donc ça, c'est un bon moyen pour localiser les fronts froids, c'est de mettre la pluie. On voit que la traîne, elle est quand même active, hein, il y a même de la neige derrière. Donc, on comprend aussi pourquoi les Anglais ont mis des lignes de grains derrière. On peut regarder la carte de température pour comprendre ces différences de température. Donc, je la mets là. La carte de température, en général, on la regarde à 1500 mètres, 850 hectopascales, parce que comme ça, on s'affranchit des différences de température dues au sol. Et donc, ça permet de mieux comprendre les masses d'air. Et là, regardez, on voit bien le front froid, hein, on voit bien cette masse d'air froide là, qui descend du Groenland. Si on regarde les valeurs, avant le front froid, on est à 8 degrés, et puis juste derrière, on est à -1. Donc, vous avez vu, on perd quand même 9 degrés, hein, ce qui est énorme, finalement, en une distance relativement courte. Et c'est aussi ces cartes-là qui permettent aux météorologues de dessiner le front froid. Alors, est-ce que j'ai répondu aux premières questions là sur le front occlus et les nuages dans l'anticyclone? Dans un anticyclone, si j'ai bien compris, c'est lié à une dépression qui rentre dans l'anticyclone, c'est ça? En fait, c'est une dépression qui est en bordure de l'anticyclone et qui envoie ses fronts. Les fronts, ils sont bien générés dans la dépression, mais une fois qu'ils sont nés, ils peuvent aller se promener, ils sont pris dans la circulation générale. Un front qui arrive dans l'anticyclone, il ne va pas être très actif. Vous voyez, d'ailleurs, il est en tireté, là aussi. Hein. Donc, c'est toujours des fronts qui sont peu actifs. Mais malgré tout, pour nous, c'est très décevant parce qu'on voit un bel anticyclone et ça peut être couvert toute la journée. Alors, ce n'est pas méchant hein, pour la navigation, mais on préfère naviguer sous le soleil, c'est sûr. Alors, la question sur les nuages, c'est une bonne question. Quelle question il faut se poser quand on voit des nuages? La première question à se poser quand on voit des nuages, c'est est-ce qu'ils sont plutôt stratiformes ou est-ce qu'ils sont plutôt cumuliformes? C'est vraiment la première question à se poser. Notamment s'ils sont cumuliformes, et, parce que c'est signe d'instabilité, et donc un vent potentiellement rafaleux. Et s'ils sont cumuliformes, alors la deuxième question à se poser, c'est quelle est l'extension verticale des cumulus? Plus il y a d'extension verticale, et le maximum, vous savez, c'est le cumulonimbus, plus il y a d'extension verticale, eh bien, plus la masse d'air est instable, et potentiellement, plus je peux avoir des rafales, des grains et des phénomènes violents. Alors, vous posez la question d'abord, est-ce que c'est stratiforme ou cumuliforme? Si c'est cumuliforme, vous posez la question de l'extension verticale. Si c'est stratiforme, il faut se poser la question de la hauteur du stratiforme. Est-ce que c'est cirriforme? Est-ce que c'est cirrostratus, altostratus, nimbostratus ou stratus? Pourquoi? On vient de le voir, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le plafond baisse, ça veut dire que le front chaud arrive. Et si le front chaud arrive, ça veut dire que derrière, il y a une perturbation, probablement un vent fort et surtout un front froid qui va arriver, qui lui, vous avez vu, hein, un front froid, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, parce que déjà, on a un vent moyen en général qui est fort, et en plus, il change très rapidement de direction, donc on a une mer formée, et en plus, c'est le maximum d'instabilité. Donc, c'est vraiment le moment à identifier. Ensuite, sur la direction, si c'est stratiforme, bien sûr, la direction, ça nous donne quand même une indication. Hein. Globalement, c'est sud-ouest, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, le sud-ouest-ouest arrive par là. Et si c'est cumuliforme, là, c'est vraiment important aussi de regarder la direction des nuages. En général, les grains se déplacent dans la même masse d'air, donc à peu près de la même façon. C'est-à-dire que si vous voyez un premier grain arriver, il est probable que le deuxième ait à peu près la même trajectoire. Donc, ça vaut le coup vraiment d'observer
comment il se déplace. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à la question? Les reliefs, donc, ça influence? Alors, à votre avis? Ben oui, vous parlez de la Méditerranée, des Pyrénées, mais bien sûr. Sur les nuages ou globalement sur le vent? Non, sur les nuages. Les paquets de nuages, ils nous viennent plutôt du sud et pas de l'ouest. Enfin, ils viennent des Pyrénées. Du sud-ouest, d'accord, mais ça se groupe là-bas. Oui. Alors, il y a plusieurs choses, hein. C'est-à-dire que les perturbations arrivent globalement du sud-ouest quand même. Donc, vous dites que ça vient des Pyrénées, mais j'allais vous dire, nous, ça vient de la mer chez nous, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr que les nuages influencent, hein. Vous savez que dans le Pays Basque, c'est assez vert, hein. C'est pour ça que c'est très joli d'ailleurs. Mais pourquoi c'est assez vert? Parce que justement, on est près de l'océan Atlantique qui apporte toutes ces perturbations. Ces perturbations, notamment quand elles passent ouest et nord-ouest, finalement apportent de l'humidité sur les Pyrénées. Les Pyrénées obligent la masse d'air à monter. La masse d'air humide en montant se refroidit, condense, et sature et puis précipite, quoi. C'est pour ça qu'il pleut beaucoup, enfin il pleut, on va dire, particulièrement au Pays Basque, du fait de la proximité maritime qui apporte de l'humidité et des reliefs. Donc bien sûr, ça joue beaucoup, ouais. En fait, un front froid, vu qu'il est encore plus poussé en hauteur en raison des montagnes, se refroidit encore plus, condense plus rapidement et est plus violent. C'est le fait que le relief oblige la masse d'air à monter. Dès lors qu'une masse d'air monte, elle se refroidit et donc potentiellement crée des nuages. Ça va? Oui, c'est pas forcément un front froid, justement. C'est plutôt un front. J'ai envie de dire, peu importe, dès lors qu'on a une masse d'air humide qui arrive sur un relief, elle va être amenée à se refroidir, à condenser. Ça va? Oui, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aurais une question, mais qui n'a rien à voir avec, enfin, qui a à voir avec la météo, mais est-ce que le phénomène qu'il y a eu d'orage violent en Corse, sur les cartes isobariques, on aurait pu le prévoir ou pas du tout, ou c'est un phénomène, parce que quand on fait de la voile, c'est quand même, voilà, c'est quand même important de savoir ce genre de choses, notamment avec les orages. Est-ce que la carte peut nous donner des indications ou pas? C'est une question difficile. Je n'avais pas les prévis à ce moment-là, mais de ce que j'ai compris quand même, c'était une situation orageuse. Mais par contre, les modèles météo n'ont pas vu la violence de l'orage. Et donc, je dirais qu'a fortiori, nous, encore moins, quoi, hein, on pouvait le voir encore moins. Par contre, je pense que quand même, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'on va vers des valeurs de température de plus en plus chaudes quand même. Vous avez vu que c'est la météo, c'est la température, hein, qui fait la météo. Et je pense quand même qu'il faut, alors je n'ai pas de preuves, hein, scientifiques, mais il faut quand même qu'on s'attende à avoir sur l'eau des phénomènes quand même de plus en plus violents. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être plus se méfier des orages qu'il y a 20 ans. Parce que du fait de ces réservoirs de température qui sont plus importants aujourd'hui qu'il y a 20 ans, notamment en Méditerranée, où on a des températures d'eau incroyables cet été-là, on a quand même atteint des records. Il faut se dire que dès lors qu'il y a beaucoup de chaleur, c'est un réservoir d'énergie, quoi. Et là, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir des phénomènes plus violents et qui ne sont pas toujours bien prévus, même si les modèles ont fait énormément de progrès.
on peut encore avoir des surprises. C'est ça aussi qu'on oublie un peu aujourd'hui, mais on peut avoir encore des surprises avec des phénomènes plus violents que prévu. Ce que disent les météos là, sur le changement climatique, ils disent que on n'aura pas forcément plus de tempêtes, mais par contre que les tempêtes vont être potentiellement plus violentes. Et je pense que c'est un peu le cas pour un peu tous les phénomènes, en fait. Et peut-être qu'il faut naviguer un peu différemment à cause de ça. Et quand on voit que les valeurs de température s'envolent, comme en Méditerranée cet été, je pense qu'on devrait se méfier encore plus des situations instables en disant, oula, bon, évidemment, regarder ce que donnent les modèles, mais se dire, bah, le risque peut-être, c'est que momentanément, ça peut être plus fort. Donc, bien surveiller toutes les situations d'instabilité, je pense. Vous regardez quel modèle principalement, Claire, quand vous vous intéressez à ça enfin, Quand vous naviguez. Quand vous naviguez, vous regardez. Qu'est-ce que vous faites exactement concrètement? On est plutôt à regarder le arôme parce qu'on oui. pense que c'est le plus précis, mais il y en a qui disent que le arôme, il exagère parfois et que donc peut-être qu'il en fait trop. Or, le arôme est le seul qui est à peu près près de la Corse, même si c'était assez tard, quoi. Ouais. Regardez quoi, Non, moi je fais comme vous. Hein. Je regarde beaucoup l'arôme. On a quand même la chance d'avoir un bon modèle, hein, même s'il n'est pas fiable à 100%. C'est quand même un très bon modèle. Après, moi, je compare aussi quand même souvent avec le modèle européen. Ça vous parle, hein, le modèle européen aussi. Je vais repartager l'écran. Bon, on va se remettre en surface. Voilà, donc le modèle arôme. Bon, alors après, le seul inconvénient du modèle arôme, c'est que si on sort un peu de la métropole, il n'est plus là, mais bon, il couvre quand même la métropole élargie, donc une bonne partie de la Méditerranée. Et alors après, moi, je compare, en fait, je commence en général, moi, par le modèle européen, qui est aujourd'hui le premier modèle mondial. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a toujours juste, hein. Ça veut dire que c'est un de ceux qui se trompent le moins, on va dire. Le modèle européen, vous savez, c'est un modèle qui marche sur tout le globe. Donc là, pour le coup, si vous allez à l'étranger, ça vaut vraiment le coup de le regarder. Vous voyez, il y a une définition sur tout le globe. Il y a une résolution aussi qui est un peu plus longue. Par contre, je veux dire, il y a des échéances qui sont plus importantes, mais il y a aussi évidemment une résolution, un maillage qui est plus grand que l'arôme, parce que l'arôme, il a entre 1 et 2 km, le modèle européen, il est à 9 km. C'est ce qu'on appelle un modèle global, c'est-à-dire qui est prévu pour toute la planète. Donc, il voit, comme tous les modèles voient les prévisions à l'échelle de leur maille. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que un petit thermique qui va jouer sur 2 km, le modèle européen ne le verra pas. Arôme commencera à le voir. D'accord ? Donc, tous les phénomènes sont à l'échelle de la maille. Donc, le modèle européen, il va voir plutôt, on va dire, globalement les phénomènes, plus que le modèle arôme. Mais du coup, on va dire qu'il est rarement faux, quoi, parce qu'il voit bien quand même l'évolution et la tendance. Donc, en général, moi, je commence toujours par regarder le modèle européen pour comprendre vraiment la situation, voir globalement ce qui se passe. Éventuellement, on peut comparer avec le modèle américain, qui est l'équivalent du modèle européen, mais qui a une maille encore un peu plus large que le modèle européen, à peu près 2 fois celle de. Donc, lui, les différences de thermique, il ne verra pas bien. Mais pour comprendre vraiment la situation, moi, je regarde au moins le modèle européen, je commence par ça. Et puis après, je vais voir l'arôme qui va préciser un peu les choses. Et puis, j'essaye de voir s'il n'y a pas d'écart entre les deux ou peu, je me dis, bon, a priori, la situation est assez claire. Par contre, dès lors qu'il y a de l'écart, là, j'essaye de voir les deux scénarios possibles. Et puis après, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'observation et de se dire, bon, a priori, quel est le modèle le mieux calé, dans quel scénario on est, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à votre question.
Et une petite question de navigation, c'est à titre d'information. Si vous aviez été prévenu 2 heures avant de ce qu'allait se passer en Corse, vous auriez fait quoi? Vous auriez pris plus rapidement la mer pour essayer d'être assez loin des côtes, même s'il restait pas beaucoup de temps, et peut-être mettre le moteur un peu vite et un peu fort et s'éloigner le plus rapidement possible, ou vous auriez mis des ancres, voilà, vous auriez fait quoi concrètement? J'aimerais bien vous répondre comme ça du tac au tac, mais j'en suis pas capable. Non, franchement, j'en sais rien. Ça dépend vraiment où est-ce qu'on. Il faut bien. Toujours, c'est ce qu'on dit. Hein, quand il y a des événements comme ça, il faut quand même prendre 5 minutes pour réfléchir et bien se situer par rapport au phénomène. Savoir où est-ce qu'on est concrètement, déjà au niveau carto. Le phénomène, il vient d'où et il va où, quoi. Parce qu'il faut faire attention à ne pas se fuir devant le phénomène, des choses comme ça. Ça paraît bête, mais dans la panique, on peut amener à avoir ce genre de réaction. Donc, bien comprendre la trajectoire du phénomène, bien comprendre l'espace-temps, c'est-à-dire dans combien de temps il va arriver, mais moi, dans combien de temps, où est-ce que je peux être. Je pense que ça vaut le coup éventuellement de faire un petit routage si vous avez les outils. Franchement, ça vaut le coup de se poser un petit peu pour comprendre ce qui se passe et voir est-ce que je peux me mettre dans un abri qui en soit vraiment un aussi. Notamment, le plus dangereux, souvent, c'est l'état de la mer dans ces cas-là. Parce que si je suis dans un abri sans mer, tout affalé, je peux tenir au mouillage avec le moteur allumé. Vous savez, ça, c'est quelque chose qui est possible. Après, si ce n'est pas possible, parfois, on dit qu'il vaut mieux être en mer. Hein, avoir son bateau bien préparé, un tourmentin, tout accroché. Mais là, je me garderais bien de vous donner un conseil parce que chaque situation est vraiment différente. Ça dépend du bateau aussi, de l'équipage. Mais voilà les questions à se poser en tous les cas. Bien identifier où je suis et la trajectoire du phénomène et combien de temps, où sont les abris sûrs et combien de temps il faut pour y aller, quoi. Merci. Une question. Bon, alors ça c'est pour c'est des infos qu'on a quand on n'est pas très loin de la côte, mais si on est loin de la côte, moi j'ai lu, bon, on reçoit des fichiers GRIB. Qu'est-ce qu'il y a dans les fichiers GRIB comme information? Première question. C'est-à-dire les lignes isobariques, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Et puis une autre question. Quand on reçoit une carte et qu'on voit par exemple un anticyclone ou bien une dépression, quelle est l'attitude à adopter? J'entends dire oui, il faut utiliser, enfin, il faut la contourner, enfin je ne sais pas, quelle attitude adopter face à un anticyclone et une dépression, si, voilà, pour peu qu'on soit sur les trajectoires. Alors, fichier GRIB, c'est le nom d'un format, comme un fichier Word, un fichier Excel. Ouais. Hein, c'est un format. Donc, en soi, on pourrait presque tout mettre dans un fichier GRIB. En réalité, je dirais que c'est de la vue de langage. Aujourd'hui, quand on parle d'un fichier GRIB, les voileux, en tous les cas, on entend un fichier de vent qui est sous format GRIB. Alors, c'est un peu comme Windy, sauf que ce n'est pas animé, quoi. En gros, c'est des flèches de vent. Voilà. On a des fichiers GRIB de vagues aussi. L'intérêt du fichier GRIB, c'est qu'il ne prend pas de place, pas de volume, je veux dire, en termes de transmission. C'est pour ça qu'au large, on utilise beaucoup les fichiers GRIB. Alors, l'inconvénient du fichier GRIB, c'est qu'on n'a pas de carte isobarique. C'est un peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir de la carte des vents, il faut repérer notamment les endroits où il y a ce qu'on appelle des cassures isobariques, c'est-à-dire des changements rapides de direction de vent. Et là, on se dit, oula, méfiance, s'il y a un changement rapide de direction, peut-être qu'il y a un front froid. D'accord ? Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire attention quand on travaille à partir des fichiers GRIB. Après, que faire quand une dépression nous arrive dessus? Si j'ai bien compris, c'est ça la question. Mais en fait, j'ai envie de faire la même réponse que tout à l'heure, quoi. C'est vraiment bien se situer par rapport à cette dépression, à quelle vitesse elle avance. Et là, il faut essayer de faire un petit routage c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à faire entre
la vitesse du bateau, la trajectoire et la vitesse du phénomène, et de voir quels sont mes échappements possibles, quels sont les plus pertinents. Sachant que, encore une fois, en général, le plus dangereux, c'est le front froid. Parce que pour le même vent moyen, je vais avoir de l'instabilité, un changement de direction de vent, une mer croisée. Donc, en général, c'est surtout ces moments-là qu'il faut essayer d'éviter quand on peut, quoi. Bon, après, il y a des fronts froids à 15 nœuds qu'on peut vivre, hein, même s'il y a des rafales à 25 nœuds, il y a 1 mètre de vague, ça va. Hein. Mais justement, il faut savoir quelle est l'intensité du phénomène. Avec quel outil vous faites votre routage? Alors là, il y en a plein. Hein. Et de plus en plus, j'ai envie de dire. Squid, Avalon, Maxi, Adrena. J'ai pas, ils sont tous très bien. Hein. Il y a pour toutes les bourses aussi. Donc vraiment, surtout habituez-vous, parce que c'est pas simple quand même de s'habituer à un logiciel de routage. Donc choisissez un qui vous convient. Et puis après, essayez de vous habituer. Il faut en faire régulièrement en fait pour vraiment être à l'aise avec le routage. Mais ça vaut le coup, hein, même pour les petites traversées, franchement, ça vaut le coup. Hein. Parce que c'est compliqué quand même, hein, intellectuellement, je veux dire, on se déplace, le phénomène se déplace. C'est bien d'avoir des outils pour nous aider. Et sinon, de façon très simple, vous pouvez faire des routages, je vais vous montrer sur Squid. Je ne sais pas si vous allez, on va dire, on va aller de Toulon à Ajaccio, par exemple. Sur Squid, il n'y a pas un vrai logiciel de routage. Par contre, il y a une aide qui s'appelle distance et planification. Là. Hop. Sur Windy. Sur Windy, pardon, excusez-moi, Windy. Merci. Donc, je mets mon point là. Le deuxième, alors, là, j'aurais peut-être pas le temps de faire. Je vais faire aller un peu plus près. Hein. Hop, je vais mettre ici, sinon j'aurais peut-être pas le temps de le faire. Voilà. Donc là, bon, je sais que j'ai 185 000, d'accord. Ensuite, en bas, je clique sur bateau et je dis, par exemple, j'avance en moyenne à 6 nœuds. Voilà. Et là, vous voyez le petit bateau qui se déplace et ça permet de voir si je fais une moyenne de 6 nœuds, où est-ce que je me retrouve, et en même temps, vous voyez, la situation météo change en même temps. Et ça, c'est déjà un bon moyen, avant d'utiliser des logiciels de routage, pour se rendre compte à peu près entre la progression du bateau, l'évolution météo. Et souvent, c'est assez bon, hein, parce que après, il faut modifier. Hein, vous connaissez en général la vitesse moyenne de votre bateau. Donc là, vous pouvez la changer en bas. Si vous tirez des bords, vous mettez un petit peu moins. Pareil, si vous tirez des bords au portant, vous avez une bonne idée. Hein, on peut mettre à 5 nœuds, par exemple. Et ça permet de voir, quand je me déplace, quel phénomène météo je risque de rencontrer. Ça, c'est déjà une solution très simple et gratuite de se projeter dans l'espace-temps. Ça va? Très bien, mais voilà, les isobariques, et encore en plus en Méditerranée, moi je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, les cartes des fronts et tout, c'est impossible de définir ce qui va vraiment se passer sur la Méditerranée à l'aide des cartes isobariques et des fronts, parce qu'ils ne sont pas là, les fronts, ils sont plutôt sur l'Atlantique, et on a du mal à en tirer quelque chose. Et les gribes n'apporteront jamais les isobariques, parce que ce serait obligé d'attraper toute la surface ou la moitié de la surface terrestre, ça pèserait beaucoup trop lourd de toute façon. Les gribes, c'est sur une petite zone, quelque part. Hein. Enfin, alors, mais si on brade de la Rome, ça pèse très, très, très lourd, très rapidement. Alors, il y a deux questions là. Sur les gribes, il y a des techniques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous voulez prendre une zone large, à ce moment-là, il faut réduire le maillage.
quand vous faites votre requête, de façon à diviser par 2, voire plus, le volume. Vous pouvez prendre aussi une échéance sur 2. Voilà, il y a des façons comme ça d'avoir un grid sur une étendue assez importante et qui permet de comprendre les phénomènes. Et c'est ça qu'il nous faut quand même, hein, c'est de voir à peu près s'il y a des phénomènes dangereux qui peuvent arriver. Et une fois que vous avez identifié le moment un peu sur lequel vous voulez vous centrer, là, vous pouvez faire une deuxième requête avec un maillage un peu plus serré sur cette zone-là. Donc, je dirais, il y a des stratégies comme ça pour faire des requêtes de grid. Ensuite, sur la frontologie en Méditerranée, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué en Méditerranée qu'en Atlantique, parce que les dépressions, elles arrivent d'abord en Atlantique. On s'y retrouve à peu près, hein, il y a un front chaud, il y a un front froid. Même si elles se succèdent, malgré tout, si on suit le film, on arrive à peu près à s'y retrouver. En Méditerranée, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, il y a un front qui a pu se caler sur les Pyrénées et finalement, on verra que le deuxième, pas le premier. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est beaucoup plus compliqué en Méditerranée. Ouais. Alors, c'est notre dernière visio, donc déjà merci d'être venu ce soir. Et puis, pour la suite du programme, donc, il y a la semaine prochaine, je suis perdue, mais quel jour, lundi. Voilà, cette semaine, on étudie les brises. Vous avez fait le plus dur, hein, les perturbations, c'est vraiment le module le plus difficile. Les brises, c'est vrai, vous connaissez un petit peu, puis c'est quand même plus facile. Moi, ce que je vous encourage, le cours, pour moi, c'est vraiment les clés, c'est-à-dire, là, vous avez la boîte à outils, c'est vraiment les fondamentaux, mais derrière, il faut les faire fonctionner, si vous voulez, ça vous sert vraiment sur l'eau. Et vraiment, tous les petits exercices qu'on vous donne, là, qu'on vous propose, je vous encourage à les continuer vraiment autant que possible, même si vous ne naviguez pas tout de suite, mais regardez le ciel, faire le lien avec la carte isobarique, des choses comme ça. Je vous encourage vraiment à le faire. Encore une fois, même si vous naviguez pas, parce que c'est le problème des formations qu'on fait à l'automne, c'est qu'après, les gens vont sur l'eau au printemps, et puis entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, essayez autant que possible, hein, continuer ces petits exercices-là. Essayez de le faire à plusieurs, c'est vraiment bien, hein, si vous pouvez le partager, parce qu'on n'est jamais très sûr, le fait de formaliser, de poser des questions, c'est un bon moyen aussi d'apprendre. Merci. Voilà, sauf qu'il y a des ultimes questions qui vous empêchent de dormir, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour ces clés, parce que c'était intéressant. Ouais, merci beaucoup, très instructif. Super. Eh bien, merci à vous, et puis j'espère que je vous souhaite des belles navigations, en tous les cas, avec des belles météos. Merci. 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 Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.